Mesdemoiselles, Messieurs, merci infiniment d'être avec nous dans ce nouveau débriefing. Débriefing, c'est une émission d'opinion sur B1 Télévision. Ce soir, on débriefe la victoire de la majorité sur la double motion de défiance contre les ministres Kitebi et Musungai. Les deux ministres ont été tirés d'affaire par une motion incidentielle du député Henri Thomas Lokondo pour le ministre des Finances et pour celui de l'Industrie, par le revirement du tiers des signataires annoncé par le député Valentin Senga, contesté par Pierrot Weka, qui furieux lui a réglé son compte par des coups de poing, séance tenante, image à suivre. On débriefe également les 50 ans du Balou, le parti Lumumbiste unifié, d'Antoine Gizenga Fungi, Premier ministre de 2007 à 2009, député national de Gungu en 60, vice-premier ministre du tout premier gouvernement de Patrice Emery Lumumba la même année. Voilà pour le sommaire de ce débriefing. Sur ce plateau, Robert Ngambi. Il est militant très engagé au Parti Lumumbiste unifié. Il est au bureau d'études et de stratégie du même parti. Monsieur Ngambi, bonsoir. Bonsoir, madame. D'abord, les sujets en images. À leur entrée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, ces deux ministres ne savaient certainement pas quel sort leur était réservé. Il fallait donc compter sur la sérénité du bureau de la Chambre basse du Parlement, qui était dirigé ce jour par son premier vice-président pour maîtriser le climat tendu, compte tenu de l'ordre du jour, les motions de défiance contre deux membres du gouvernement. L'attente du ministre délégué aux Finances sera de courte durée. Une motion incidentielle de Henri Thomas Lokondo va mettre un terme à la procédure. La loi de reddition des comptes, c'est une loi comme les autres. Quand nous faisons un débat général et que nous envoyons une loi, la matière, à la commission, on attend le rapport de la commission, non? Mais alors, la commission économico-financière nous a pas fait encore le rapport, mais vous introduisez une motion de défiance. Mais en ce moment, il y a interférence. Mécontents, les élus de l'opposition se sont résolus de vider le lieu. Vous avez remarqué que c'est une motion qui a remplacé une autre pour éviter le débat. Au cours de ce débat, on pouvait prouver pourquoi nous cherchons à ce que la tête de ce ministre puisse tomber. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas permis, évidemment, avec un bureau qui est à la cause de la majorité. Une motion de défiance, c'est une sollicitation de sanctions contre un membre du gouvernement qui aura mal géré ou qui a mal géré. Ça, c'est la sanction. Un projet de loi, quel qu'il soit, est un projet de loi qui suit son examen normal au sein d'une commission. Ce n'est pas contradictoire. Vous avez suivi que face à une motion d'ordre, au lieu d'ouvrir un débat, l'honorable Mwando Simba a tué ce débat. Et face à des demandes de parole par voie de motion, l'honorable Mwando Simba a défié la plénière en déclarant à haute voix que sous son autorité, aucune motion ne passerait. Pour la majorité, il y a eu plutôt vice de forme. L'argumentaire tel que développé était un argumentaire très soudé, très blindé. Je crois que l'ECOFIN, les motivations qui ont été développées avaient du fondement. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est la forme. La forme n'y était pas. Autant on pouvait bien discuter du fond avec des arguments solides dont on disposait, autant on devrait laisser à ce que cette émotion aille jusqu'au bout. À ce moment, Kitebi sort indemne, alors que son collègue est toujours sur les viseurs des opposants. Remi Musungai verra son salut par le retrait de 18 des 63 signatures de la motion de défiance contre sa personne. Ce rixe entre ces députés n'a pas pu empêcher le blocage de cette demande de sanctions contre le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise. Ces deux membres du gouvernement peuvent s'estimer heureux. Les dieux de l'Assemblée nationale étaient ce lundi de leur côté. Merci Alain Boma pour ces reportages comme tu sais en faire. Robert Ngambi, comment au Palou vous avez réagi après cette plénière? Il faut dire qu'en démocratie, premièrement, c'est une voix de la majorité. Et deuxièmement, dans la matière même devant le juge,
la première démarche est d'abord d'ordre procédural. Vous pouvez avoir raison sur le plan du fond, mais si vous n'avez pas respecté la procédure, on ne va pas vous donner raison, parce qu'avant d'aborder les fonds, on commence par voir la forme. Je pense que dans les deux cas d'espèce, il s'agissait que la procédure a été fauchée à un certain niveau, ce qui fait que la majorité a décidé. Mais également, il faut avoir un regard politique. Alors justement, le regard politique, madame, c'est que lorsque vous êtes opposition, vous êtes minorité. Vous pouvez chercher à pouvoir créer des motions de défiance ou de censure pour éclabousser la majorité. La majorité, pour se rendre compte et continuer à survivre, se soude. La majorité a une manière de pouvoir sanctionner ses ministres. Donc alors, ce n'est pas par la procédure de l'opposition qu'il faut sanctionner les ministres de la majorité. Justement, les opposants trouvent ça immoral. Ce n'est pas immoral. Dans toute démocratie, il se passe comme ça. Vous avez toutes les démocraties représentatives. C'est pourquoi il y a des clans politiques. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre maison commencer à fouetter votre enfant parce qu'il a injurié. La première démarche de toute famille, c'est d'abord de protéger l'enfant et ensuite, même si l'enfant a tort, ce n'est qu'après qu'on revient à la maison pour dire « celui-là que tu as injurié, c'est ton père ». Une autre fois, il ne faut pas faire ça. En politique également, ça se passe comme ça. Donc ce n'est pas à l'opposition de sanctionner un ministre de la majorité, donner des leçons. Mais également la majorité a l'obligation de pouvoir se comporter comme majorité politique. S'il y a des défaillances de gestion, il appartient à la majorité de pouvoir les régler d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes en perspective d'un gouvernement qui va sortir. La majorité peut trouver que si les fonds formulés contre le ministre, les deux ministres sont fondés, ils trouveront une sanction d'une manière ou d'une autre. Par rapport au ministre des Finances, justement, vous attendez des sanctions? Je ne pas pénétrer le dossier. Je pense que le député qui ont reçu... il est coupable ou pas? Répondez-nous. Il y a la culpabilité, je ne suis pas juge. Je suis observateur de la vie politique et je pense que je n'ai pas avec moi le chiffre, je n'ai pas avec moi l'exécution du budget, mais s'il est établi effectivement qu'il aurait, dépensé, qu'il aurait engagé les crédits destinés au fonctionnement du porte-parole de l'opposition sans que ces transferts soit également dû à une autre activité de l'opposition, il appartiendra au moment opportun au président de la République et au Premier ministre d'en juger les conséquences et de tirer toutes les conséquences d'ordre politique. En plus des petites phrases qu'on a entendues tout à l'heure sur le pas de la porte du Parlement, il y en a d'autres que j'ai retenues ici et là. Manque de moralité politique, corruption, recul de la démocratie, dévalorisation de la fonction législative. Réaction. Il faut que les gens comprennent que nous sommes en démocratie. La corruption, on entend parler. Ce n'est pas une valeur, c'est une antivaleur que je condamne avec toute fermeté. Mais il ne faut pas tout instant ne pas comprendre, s'inscrire dans le jeu démocratique qui veut qu'il y ait une majorité et une opposition et que l'opposition travaille pour l'alternance et croire que vous allez continuer à gérer la majorité. Vous, l'opposition, c'est une erreur. La corruption font allusion à ce qui s'est passé entre la signature des 18 et leur retrait annoncé par Valentin Seigneur. Nous sommes un pays de droit. Lorsqu'il est établi que Mme Mamina est, je dirais, auteur de corruption, il y a des instances bien attitrées pour pouvoir en établir. C'est la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un jeu politique que vous venez en criant corruption, corruption, que uniquement ça s'appelle, le mot qui a été utilisé par la Deuxième République, ça s'appelait la diabolisation du partenaire politique. S'il est établi que quelqu'un a reçu de pot de vin, une bonne manière, c'est de pouvoir la signer entre les mains d'un magistrat qui établira après enquête les responsabilités et les culpabilités des uns des autres. J'en viens ici à Jean-Claude Weba, député d'opposition, élu de Kassangulu, qui tout le week-end et le début de la semaine est passé sur les médias justement pour dénoncer des tentatives des pots de vin, d'abord sur Sami Badibanga, auteur de la motion de défiance contre le ministre Kitebi, et ensuite contre un autre député de l'opposition, Kolela, qui on aurait, si au conditionnel, a proposé la somme de 75 000 $ pour disparaître dans la nature avec les signatures. Madame, on parle toujours du corrupteur, mais on ne parle pas du corrompu. Or, dans les cadres du droit pénal, et les corrupteurs
et les corrompus sont tous sanctionnables. Donc, s'il y a des députés de l'opposition qui ont retiré les signatures moyennant compensation en termes de billets des banques, je pense que c'est un problème de la moralité. Mais à mon humble envie, je n'ai pas vu quelqu'un, parce que sans preuve matérielle, tout ce qu'on peut faire comme déclaration sur le place public, on appellerait ça des déclarations diffamatoires. Donc il faut, si Jean-Claude Vemba détient de preuves des corruptions et que Sami Badibanga a subi le tentative de corruption, beaucoup de pression. Je pense que comme député, Sami Badibanga est un député honorable, c'est quelqu'un d'une grande personnalité et moralité, il connaît bien la procédure comme député, cette tentative, vous pouvez bien le signifier devant le parquet et le parquet fera le travail pour rétablir la moralité. Voilà pourquoi les parquets ont été érigés, mais également pour pouvoir corriger le mœurs et toute dépravation de ces mœurs. On termine par cette question sur ce sujet. On doit laisser coexister les divergences, laisser se dérouler les débats, puis trancher, ça permet d'éclairer l'opinion. C'est le point de vue d'Élysée Sanga. Ce qui s'est passé, c'est qu'une motion incidentielle est venue virer la motion de défiance. Du coup, il n'y a pas eu de débat et l'opinion a resté sans information. Une bonne manière de former l'opinion, c'est de dire que même nous, professeurs d'université, quand vous recevez un étudiant qui vient défendre son mémoire, la première démarche est d'abord la démarche de la forme. Ce n'est qu'après avoir vidé la forme qu'on revient au fond. Les députés de l'opposition, je pense qu'à chaque fois qu'ils prennent l'initiative, ils n'en vont pas jusqu'au bout en tenant compte de tous les détails. La précipitation et l'agitation politique amènent les gens de pouvoir aller plus vite sans tenir compte aux petits détails. Et c'est Sanga et tous les députés de l'opposition savent que sur le plan des principes, si la forme n'a pas été respectée, on ne peut pas aller au fond. Donc l'autre fois, quand ils reviendront, je pense qu'ils tiendront compte de tous ces paramètres que la forme prend le dessus sur les fonds. Tant que la forme est vicieuse, le reste, on ne va pas au fond. Donc il faut tenir compte de deux dimensions, la dimension forme et la dimension fond, tout en sachant que toute analyse commence par la forme. On se rappelle également donc la motion à l'époque contre le ministre près le président de la République, Nkulu Kilongo. C'est toujours problème de procédure, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La majorité avait opté de ne pas le bouffer en pleine plénière, mais il avait été sanctionné. Oui, mais même au temps du Premier ministre Adolphe Muzito, l'opposition avec Clément Kankou avait voulu utiliser également, sans tenir compte de procédure, en utilisant une analyse biaisée que le Premier ministre a été membre du gouvernement et qu'on peut le faire tomber par défiance. Ça a été une procédure qui n'a pas été respectée parce que quand le Premier ministre tombe, c'est tous les gouvernements qui tombent. Alors, quand on ne respecte pas la procédure, on vient crier. Je pense qu'il faut qu'on se remette tous à l'école. Les 50 ans du Palou, pour marquer le coup de ce demi-siècle d'existence, une sorte d'université d'été se déroule depuis le 1er novembre. Ça se clôture le 29 décembre, 60 jours, 2 fois donc par semaine. Première question, ces ateliers, c'est une démonstration de maturité? Je pense que quand on a 50 ans, et on est mature, on est déjà père et des fois on est même déjà grand-père. Donc 50 ans d'existence du Palou, c'est les premiers partis en termes d'âge au Congo et nous sommes les deuxièmes après l'ANC en Afrique du Sud. C'est que ça montre que c'est un parti qui atteint la maturité et que nous sommes à mesure de pouvoir conseiller les petits frères. Alors, ces conférences, ces sujets à trier en fonction de quoi? 50 ans, nous sommes un parti politique. Un parti politique est fait pour, avec conviction, de gérer la cité, l'État. Voilà pourquoi dans les ateliers, nous avons inscrit tous les secteurs qui touchent l'existence de l'État, le secteur politique, et économique et social.
Et nous allons analyser en termes d'évaluation de 50 ans de l'existence de notre pays, 54 ans d'indépendance, 50 ans d'existence du Palou, 54 ans plus de 54 ans de la lutte du patriarche Antoine Gizenga. Et nous n'allons pas l'analyser tout simplement à l'interne, comme nous sommes en partie avec conviction de gérer l'État et nous participons déjà à la gestion de l'État. Nous avons inscrit tous les secteurs politiques, économiques et sociaux. À tout hasard, même si ce n'est pas par hasard, on va prendre la révision de la Constitution. C'est quoi votre position? Je pense que là, il s'agit d'une position qui doit être donnée par la direction politique. Et la direction politique s'était exprimée à travers le secrétaire général chef du parti le 22 à Bouma concernant cette matière. Et le secrétaire général avait dit que toute matière soumise au débat politique et qui n'est pas réglée par la Constitution devrait faire objet d'un dialogue entre partenaires politiques et d'un consensus. Donc aujourd'hui, révision n'est pas révision. Je ne suis pas attitré pour vous donner une déclaration officielle, mais je reprends les phrases du secrétaire général du 22 août de cette année, au lancement de l'année jubilaire 50 ans d'existence du Palou. Le secrétaire général avait appelé la classe politique pour éviter des tensions inutiles susceptibles d'amener le pays dans des conflits et des tiraillements. On n'en a pas besoin. Il fallait au plus que tous ces problèmes soient réglés à travers un dialogue démocratique entre partenaires politiques. Ces 60 jours d'atelier, c'est pour justement un état des lieux du Palou, un état des lieux de la marche du pays. En 2-3 mots, comment se porte le Congo d'après vous? Oui, nous sommes partis tous d'un constat que le Congo était un pays faible. C'est un pays, les gens l'ont qualifié de plusieurs manières. Les gens ont dit que c'était un pays qui simbie, un pays aveugle. Moi, personnellement, dans mon intervention, parce que j'étais parmi les intervenants, J'avais aussi entendu le géant au pied d'argile. Oui, je dis que depuis la mort, l'assassinat de Lumumba, Lumumba qui était porteur d'une vision de l'État congolais, et quand on enlève à un État la vision, l'État devient un État aveugle. Il a fallu attendre le retour du patriarche Antoine Gizenga et des autres nationalistes. Et depuis 2006, aujourd'hui, tous les observateurs du Congo et de la politique congolaise se rendent compte que la courbe congolaise n'est plus descendante, elle devient ascendante. C'est pourquoi nous, au Palou, nous disons qu'au début de la fondation du Congo, il y avait les nationalistes avec Gizenga, et à la renaissance du Congo, vous avez les nationalistes avec Gizenga comme un élément moteur. Quand vous parlez d'une courbe qui monte, vous faites allusion à quoi? Je pense que tous les paramètres. Quand vous réalisez l'histoire du Congo, à un moment, même l'État n'a pas existé. Et quand Gizenga arrive en 2006, il entre dans la gestion de l'État, les mots qu'il a amenés dans la présentation de son programme du gouvernement à l'Assemblée nationale, il n'a pas parlé de miracle, mais il a inscrit le Congo dans un schéma de la refondation. C'est pourquoi Gizenga parlait de la refondation de l'État. Nous pensons qu'avant ça, l'État n'a pas existé. Avant toute démarche tendant à l'amélioration de l'environnement économique et l'environnement social, le premier, il faut jeter le base de l'existence de l'État. Et c'est ça, la démarche, c'est le mot que le Palou utilise aujourd'hui. L'État ayant été tué ou cessant d'exister depuis le 5 septembre 1960, il faut refaire l'État, reconstituer l'État dans ses piliers principaux avant de pouvoir parler de développement ou d'autres secteurs d'amélioration des conditions de vie d'existence. À vous entendre parler, les gouvernements Gizenga et Mozito ont travaillé à la relance. Je parle de la refondation de l'État. Vous avez un État qui était disséqué, un État sans économie, un État sans armée, un État divisé, un État avec un budget qui était à peine $1 million, qui n'a en recette propre, des fois qui n'atteignait même pas $1 milliard. En 2001, quand le président Joseph Kabila arrive, le budget du Congo était de l'ordre de $300 millions.
Donc, et quand nous arrivons, les nationalistes prennent les choses en main. Et vous avez aujourd'hui, nous avons doublé le budget la même année, au-delà de 1 milliard, 2 milliards. C'est qu'on a commencé à jeter les bases de la République aujourd'hui, même si l'existence des Congolais est encore précaire, mais au moins tout observateur, soit-il congolais, est en train de dire que le Congo, la pente n'est plus cette pente, on a arrêté l'hémorragie, et aujourd'hui le Congo pouvait bien se projeter dans l'horizon d'un pays en voie de développement. C'est à long terme, hein, étant donné qu'aujourd'hui il n'y a pas de profond changement pour les Congolais. C'est ce que j'ai dit, Madame Mamissa. Je l'ai dit que la démarche que nous avions optée était la démarche de la refondation. Refondation, c'est-à-dire qu'il faut rejeter il faut recréer la nouvelle fondation. Elle va durer combien de temps? Non, la vie d'un État n'est pas ponctuelle. Cette refondation. La vie d'un État était, je crois même, lancé dans l'éternité. Et il faut se lancer dans une constance. En attendant, les gens ne mangent pas leur faim, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, ils ne savent pas les emmener. La vie n'est pas un miracle. Si vous ne remettez pas les gens au travail, si vous n'instituez pas la bonne gouvernance, l'État restera toujours avec le même chanson. Et nous avons jeté les piliers avec le nationaliste au pouvoir, et nous pensons que si nous maintenons le rythme avec la paix et la stabilité politique, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que j'ai toujours dit que le développement n'arrive pas à 1 kilomètre. Le développement, c'est une conquête de millimètres, de décimètres de mieux-être. Et au fur du temps, ça vous fait la somme et ça vous amène à ce qu'on appelle la croissance ou le développement. Donc, c'est un rythme qu'il faut maintenir dans une constance irréversible et au fur du temps que le Congo pourra se dire « je suis sorti du bout du tunnel ». En attendant, la vie est belle pour les gouvernants et pour... C'est la lutte, c'est tout ce que nous avons. Vous savez, Gizenga avait dit dans une de ses pensées, de ses phrases, que le Congo ne devra plus être une forêt vierge dans laquelle règne la jungle et où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie. Mais le Congo devra se transformer en un jardin botanique dans lequel toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Ça, c'est une pensée sur laquelle, qui symbolise d'ailleurs notre idéologie de la gauche. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de dictons là. Oui, toute chose commence par la pensée. Si vous avez une pensée positive, la pensée positive se transforme en matériel. Parce que toute personne qui a une tête vide, matériellement, il sera également dépourvu. C'est pourquoi l'État est géré sur base d'une vision. Et la vision, les gens s'engagent pour pouvoir la réaliser. Ça constitue une ambition que l'homme se donne. Or, il est testable qu'un homme sans ambition, c'est un homme ce n'est pas un homme d'action. C'est un pessimiste, c'est un homme qui se sous-estime, c'est un aliéné, et c'est un homme qui n'avance pas. Le Congo se donne une ambition, et je pense qu'il est logique que ces ambitions soient maintenant, petit à petit, au fil du temps, se transformées au vécu matériel. Puisque vous parlez d'ambition, le gouvernement de cohésion nationale... Le gouvernement de cohésion nationale n'est pas une ambition du Congo. Ce n'est pas ça sur lequel les nationalistes avec le PALU travaillent. Le gouvernement de cohésion nationale, c'est juste un fait circonstanciel des parcours du Congo. Mais le Congo qui rêve Lumumba, qu'avait rêvé Lumumba, le Congo qui rêve de Gizenga à travers de paroles comme celles que je viens de vous dire, un Congo qui sera un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. C'est une vision de la gauche, c'est une vision d'égalité sociale, c'est une vision de la justice distributive, c'est une vision de l'équilibre. Voilà pourquoi quand je parlais de l'arrivée au pouvoir avec le patriarche Antoine Gizenga, la première démarche, c'est de pouvoir stabiliser les salaires, de parler du salaire, de parler de la bourse d'études que ça fait longtemps que les gens n'ont pas parlé, de parler de la refondation de l'État à travers les infrastructures. Et il est démontré aujourd'hui qu'il y avait que les nationalistes qui ont joué et avec le Fonds monétaire international en obtenant des crédits auprès de la Chine pour relancer les infrastructures, et nous avons mis le Congo sur les rails. Vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui que tous les gouvernements qui viennent après nous ont au moins bénéficié d'un héritage, parce que par rapport à nous les nationalistes, quand nous arrivions au début, nous devions créer nos propres jouets pour jouer.
Vous avez fait allusion aux bourses d'étudiants sous l'ère Adolphe Mosito, ministre du Budget, et puis plus rien. C'est ça, nous pensons que l'État est une vision. Lorsque vous adhérez, c'est qu'on appelle, parce que notre cinquantenaire, nous l'avons inscrit sous les thèmes généraux, la préservation des acquis en vue de la conquête d'un avenir meilleur. Et je pense que tout gouvernement qui arrive, qui s'est dit de la gauche, devrait au préalable avoir comme préoccupation majeure l'homme et voir comment il faut se transformer cet homme en un homme qui vivra heureux sur les territoires de 2 345 000 km² que nous avons hérité de la colonisation et que nous avons accepté comme espace sur lequel nous devons transformer pour mieux vivre. Je me rappelle encore qu'à l'époque, les étudiants trouvaient Adolphe Mosito tout sucre, tout miel. C'est où qu'ils puisaient cet argent? Non, le problème, c'est un problème. Je vous dis que le parti, nous sommes un parti de gauche. Notre idéologie, c'est le socialisme démocratique. C'est que tout ce que nous tirons de l'économie du marché, nous les versons en termes de répartition équitable. Je vous dis, le Gizenga dit, le Congo ne doit plus être une forêt vierge dans laquelle règne la jungle. Okay, ça, mais je pense que c'est ça notre vision, c'est la vision qui détermine l'action de l'homme politique. Mais quand vous n'avez pas une vision, vous êtes un monsieur errant, ne sachant où il va. Okay. On n'a pas vu Godefroid Mayobo, le député, aux ateliers. Je pense que le camarade a soulevé ses empêchements d'ordre sanitaire, mais il est de cœur avec nous et il participe à tout ce qui s'est fait. On sait que tout cela, c'est des prétextes politiques. Il y a un malaise au parti. Madame, je pense qu'il n'y a pas qu'il y a de malaise, au moins que dans le chef de ceux qui rêvent le malaise. On trouve formidable ces ateliers, c'est quasiment une première. On ne peut pas s'empêcher de remarquer que Mayobo n'était pas là et que depuis la nomination de Willy Makiashi, il y a une sorte de malaise. On se rappelle qu'il y a 1 an, les pro-Kawanda avaient manifesté devant le siège pour dénoncer la pénalisation du parti. Toute personne en démocratie a le droit à la parole, à la liberté. Mais il faut rester dans la ligne des conduites. Marie Kawanda est partie, elle a fondé son propre parti, passez-moi la répétition. Ça vous a fragilisé? Non, non du tout. Madame, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous rendre compte que le Palais est fragilisé? Vous avez été le 22 août à Bouma. Bouma, c'est au-delà de 25 km de Kinshasa. Mais est-ce que vous pouvez accepter, vous avez vu une marée humaine qui s'est déplacée pour aller à Bouma. Oui, vous avez et aujourd'hui, avec toutes les activités que nous menons, vous ne pouvez pas vous rendre compte que peut-être que la camarade que vous citez, qui a été au service de l'ennemi, s'était trompée du temps et des circonstances. Au service de l'ennemi? Je pense que le service, il a utilisé, instrumentalisé. Ça veut dire? Lorsque vous êtes instrumentalisé, vous êtes un pion qu'on peut déplacer pour des fins nuisibles. Là, je n'ai encore rien compris. Madame, je pense que je suis clair, je parle en français, et que madame a été au service de l'ennemi, du Palou. Bon, on peut citer concrètement les choses, appeler le chat par son nom? Non, ce sont des comportements déviationnistes qui n'encadrent pas avec la ligne de conduite du Palou, violant les 5 documents de base qui sont nos textes fondateurs, et tout militant qui se comporte comme ça, directement, nous les qualifions d'un ennemi du Palou et d'un déviationniste. Alors, il faut l'admettre, le secrétaire général est affaibli par le poids de l'âge. Vous pensez à la succession? Bon, les gens en parlent tellement, succession. Je pense que pour un parti politique, ce qui est important, ce sont les textes qui régissent ces partis politiques. Tous ces problèmes d'ordre politique et d'ordre d'empêchement sont réglés par le texte fondateur, ce que nous appelons, nous, au Palou, le 5 documents de base. Donc, au moment opportun, si ça arrivait comme vous le dites, je pense que les problèmes, il n'y aura pas de problème parce que le Palou, nous sommes des respectueux des textes. Le moment opportun, c'est-à-dire? Mais si vous avez parlé de l'empêchement dû par exemple au poids d'âge, mais pour l'instant qui pose encore les actes sans problème, ces problèmes ne se posent pas parce que vous avez parlé de la succession. Pour l'instant, nous n'y pensons pas, mais tous ces problèmes, quand vous créez une organisation, on y met des dispositions irrélatives.
Il y a une opinion, je ne sais pas si c'est des mauvaises langues, c'est à vous de me le dire, qui prête beaucoup de pouvoir à Mme Gizenga. Tu vois, à la conception du pouvoir chez nous, on cherche toujours. Les gens cherchent toujours à justifier des fois leurs faiblesses et leurs comportements. Je ne vois pas à quoi Mme Gizenga constituerait une obstruction. Elle gère un secteur. Elle est présidente des femmes guides, des femmes nationalistes et lumumbistes. Elle est dans son secteur. Le parti est géré par le secrétaire général chef du parti, aidé par le secrétaire permanent et porte-parole. Pour l'instant, c'est le camarade honorable professeur Willy Makashi qui aide le secrétaire comme permanent du parti dans la gestion administrative du parti. Le reste, ce sont des gens qui trouvent toujours de boucs émissaires et justifier leurs faiblesses. On a terminé. Une conclusion des lignes. La conclusion, je voulais bien remercier l'UDPS, remercier l'UNC, remercier le PPRD et tout le parti, les autres partis, le PRP et d'autres partis, la DT de Makila et les autres partis, le MSDD de Lutundula, CCU de Lambert Mende et tous ces Congolais qui ont compris que, en fait, nous nous divisons pour rien, pour l'intérêt général. Adversité politique démocratique est une bonne chose, mais l'ennemi, l'inimitié dit tout simplement pour raison de pouvoir, détruit plus les Congos. Voilà, les Palous, nous avons par les ateliers avec toute l'ouverture et le patriotisme que les autres partis frères amis ont répondu aux ateliers à l'invitation du Palou. Je pense qu'ils méritent beaucoup plus de félicitations et des remerciements de la part du parti lumumbiste unifié. Nous sommes reconnaissants et nous pensons que la République, c'est notre République et le Congo, c'est notre pays. Et en conjuguant les efforts ensemble, en voyant que ce qui est plus utile pour le Congo, c'est à ce moment que nous matérialiserons la pensée Lumumba. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau. C'est vraiment un chef de travaux que j'avais devant moi ce soir, un chef de travaux à l'UPN. Vous êtes au bureau d'études et de stratégie du Palou Robert Ngambi. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie sincèrement, Madame Amina Massengo. Dans ce débriefing qui se termine ici. À la semaine prochaine.